Merci Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. L'actualité reste notamment dominée par la signature de l'accord RDC-AFC, mais aussi les inondations dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a pris la tête de la CIRGL, nous en parlons sur ce plateau avec le député national Francis Tchibalabala qui nous vient de la famille présidentielle. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors comment allez-vous? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Et vous-même? Ça va, Dieu fait grâce. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi l'élection du successeur de Vital Kamerhe à la tête de la Chambre basse du Parlement. Alors, vous nous venez de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Comment se porte le parti à ces jours après cette réconciliation entre le camp Kabouya et les camps Bizibu? Bon, le plus important ici, c'est que les protagonistes sont arrivés quand même à fumer les calumets de la paix, grâce naturellement à la médiation du président de la République, qui est l'autorité de référence de notre parti politique. Et cap maintenant sur les congrès, comme je l'avais dit dans différentes émissions. Plateau, hein? Je disais toujours que l'issue à cet imbroglio qui règne au sein du parti, c'est les congrès. Parce que le congrès va naturellement élire un président national et celui-ci, à son tour, va nommer son exécutif. Donc, maintenant que cette voix a été entendue, je suis très content et je profite aussi pour remercier le chef de l'État et le féliciter parce que Donké pensait qu'il ne pouvait pas remettre de l'ordre dans la maison et maintenant que nous sommes en train de nous préparer pour aller au congrès qui va intervenir à la première quinzaine du mois de décembre. Et je pense que ça sera une panacée par rapport à tout ce qu'on a connu comme problème au sein du parti. Il fallait attendre presque la fin de la deuxième année du deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi pour que l'ordre puisse régner au sein du parti au pouvoir. Aujourd'hui, il y a certains observateurs qui estiment que cette division a profité à Félix Antoine Tshisekedi. Non, mais en quoi faisant? Parce que lui, il a besoin de l'unité au sein de son parti politique. Il a besoin que nous parlons tous d'une seule voix, que nous puissions nous mettre en ordre de marche pour l'accompagner naturellement. Vous comprenez? Si cette division profitait au chef de l'État, je ne vois pas comment il allait se faire élire. Donc, il a été élu massivement par son peuple, parce que l'UDPS était cette machine qui était derrière sa candidature, bien entendu. Donc, je pense que c'est un démocrate tout simplement. Il a laissé les points de vue discuter, les points de vue échanger. Il est certes vrai qu'il y a eu des écarts de langage, des écarts de conduite. Il y a eu des décisions qui ont violé des textes, nos textes, dont je fais allusion au règlement intérieur et nos statuts. Mais il y a les jours, il y a aussi la nuit. Et je pense que le moment est venu pour que l'ordre revienne définitivement parce que je vous rappelle que le président, il est certes vrai que le président est à son deuxième mandat, mais la population peut décider autrement par rapport au prolongement justement de son bail au palais de la nation. Vous voulez nous dire que c'est ça déjà la démarche de l'UDPS? Parce qu'aujourd'hui, autant de membres du parti au pouvoir ont le même langage. Non, je disais que les enjeux sont majeurs. Parce qu'en 2028, il faut aller aux élections naturellement. Et la population, vous savez, il faut toujours mettre en exergue les points de vue de la population. Nous sommes en démocratie. La population, en démocratie, c'est la population qui décide. Et si jamais, non, je suis dans des hypothèses. Si jamais la population décidait que les présidents puissent rempiler, je pense que personne ne peut contrarier la volonté de la population. Donc, voilà, il y a encore des enjeux qui nous attendent en 2028, d'où il faut qu'on soit en ordre de marche. Justement, c'est pour cette raison que le président a frappé du poing sur la table cette fois-ci. Il a demandé à ceux qui dirigent le parti de nous conduire au Congrès. Et dans les jours qui viennent, nous irons au Congrès, nous allons élire naturellement celui qui va gérer au quotidien le parti et nous allons aussi retoquer nos textes
Parce qu'il il est un secret pour personne que nos textes sont devenus obsolètes par rapport à l'évolution des choses et il faut les adapter naturellement à nos réalités actuelles. Donc d'où il faut détricoter certains articles naturellement. Je ne dis pas qu'il faut, il faut une réécriture. Donc il faut détricoter certains articles qui ne sont plus adaptés ou qui sont obsolètes pour le mettre à jour. Alors, quelques semaines seulement nous séparent du mois de décembre, pratiquement vers le congrès du parti au pouvoir. Quel profil aujourd'hui pour la gestion de l'Union pour la démocratie et le progrès social? Quel profil pour la... C'est lui qui va présider aux destinées du parti. Bon, moi personnellement, je pense que celui-là, ces messieurs-là ou cette dame-là doit être pétri de valeurs morales. Doit avoir un background, doit avoir une aptitude intellectuelle qui lui faciliterait justement la gestion du parti. Vous savez, gérer un parti présidentiel, gérer un parti des masses, ça nécessite non seulement l'intelligence, aussi la sagesse, aussi beaucoup de choses entrent en ligne de compte. Donc c'est pour vous dire que s'il est des bonnes probités morales, nous n'allons plus retomber dans le travers du passé. Vous savez que les combattants ont pleuré pendant plusieurs années que nos postes étaient vendus. Il y a ceux qui occupent des postes officiels aujourd'hui pour les camps du parti. En réalité, ils n'ont pas l'ADN du parti. Je ne parle pas de tous, certains d'entre eux. En réalité, c'est parce qu'ils avaient remis des pots de vin, ils se sont retrouvés là qu'ils sont actuellement. Et si nous avons un président qui ait des bonnes probités morales, un président qui a l'ADN du parti, un président qui est intelligent, je pense que ça sera un atout majeur pour que nous puissions non seulement reprendre du poil de la bête, mais aussi être cette machine. Nous puissions être cette machine qui va naturellement tout terrasser sur son passage. Vous avez dit certains ont remis des pots de vin. Est-ce que vous êtes en train de confirmer que l'UDPS, qui hier disait non à la corruption, a quand même à un moment cédé à la madame, corruption? On a suivi tous les condamnations des combattants. Ici, je suis en train de prolonger ce que certains combattants disent. Qu'il y a des gens que nous connaissons. Moi aussi, je connais certains qui n'ont pas été des l'UDPS et qui ne se sont pas battus pour le parti. Mais aujourd'hui, ils occupent des postes au nom de ces partis-là. C'est comme ça que les combattants sont en train de pleurer. Avec l'avènement de C'est comme ça que les combattants sont en train de pleurer. Parce que ce sont des gens, pour la plupart, qui n'ont pas l'ADN du parti, qui n'ont pas l'amour du parti, qui n'aiment pas les combattants. Lorsqu'ils sont là, c'est pour s'en mettre plein le poche. Et ils ne sont reconnaissants qu'à ceux qui les ont propulsés. Et je pense que si nous avons un président, parce qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Il est certes vrai que le fossé, il est énorme, mais on peut les colmater. 2026, on peut les colmater avec un leadership éclairé, avec des personnes qui ont l'amour du parti, des personnes qui sont pétries des valeurs, des personnes qui sont compétentes, des personnes qui sont déterminées à accompagner le chef de l'État. Alors avant de prendre ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, est-ce que l'UDPS aujourd'hui et le parti est prêt à accueillir une femme à la tête du parti, comme le président de la République, Félix Tshisekedi, a surpris plus d'un en donnant la primature à une femme? Non, mais ce n'est pas exclu. Nous avons des femmes extrêmement intelligentes, des femmes compétentes. Vous comprenez, au sein du parti, nous avons... D'ailleurs, mon souhait serait aussi que l'on puisse élire une femme qui puisse gérer le parti, mais pas... Parce que vous savez, il y a aussi des femmes qui déçoivent. Il y a aussi des femmes qui ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes. C'est-à-dire on voit les compétences, voilà. Donc, les critères compétences et l'ADN, parce que vous avez insisté sur l'ADN. L'amour du parti. Okay. Il doit aimer le parti et les combattants. Avoir l'ADN du parti. Naturellement. Parce que quelqu'un qui aime le parti, il aura un programme d'action qui mettra justement les combattants et son parti au centre de ses actions. Mesdames, Messieurs, place à présent à ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après pour un autre débat.
Au cours de cette campagne de sensibilisation de la lutte contre les cancers de la prostate initiée par la Fondation Bomoko Novembre en Bleu, le docteur Vincent Wilfried Lokonga, cancérologue, lance un appel aux hommes de plus de 40 ans au dépistage précoce du cancer de la prostate qui est vital pour sauver la vie. La première cause de décès du cancer chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Sensibiliser les gens, apprendre aux gens de se faire dépister que ce cancer existe, et c'est quelque chose à encourager. Moi, je félicite la Fondation Bomoko pour cette initiative. Les conseillers stratégiques et planification de la Fondation Bomoko parlaient des objectifs. Depuis 8 ans, la Fondation Bomoko s'engage sans relâche pour informer, dépister, accompagner et redonner de l'espoir. Ce parcours n'a jamais été facile. Il a été marqué de défis, d'imprévus, d'obstacles, parfois lourds, mais aussi d'histoires de courage, de résilience et de vies sauvées. Si ce chemin a pu être parcouru, c'est grâce à vous. Grâce au soutien des partenaires, des médecins, des bénévoles, des familles et de toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont cru en cette mission. Thématique de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Le président de la République est à nouveau revenu sur l'impérieuse nécessité de renforcer les mesures d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Pour une énième fois, il s'est vu dans l'obligation du revenir tant que la situation actuelle demeure non seulement préoccupante, mais atteint désormais un niveau profondément alarmant, voire catastrophique. Les amas d'immondices qui jonchent nos avenues, les marchés insalubres, les caniveaux obstrués et les déchets plastiques qui envahissent nos cours d'eau traduisent un manque de suivi manifeste dans la gestion de la salubrité publique. Les conséquences sont multiples et graves, notamment la pollution de l'environnement, encore la propagation des maladies hydriques. Face à cette situation qui ternit gravement l'image de notre capitale, qui met en péril la santé de nos concitoyens et compromet le fonctionnement harmonieux de la cité, le président de la République convoquera sous peu une réunion d'urgence qui réunira l'ensemble des acteurs concernés, tant au niveau du gouvernement central qu'au niveau du gouvernement provincial, ainsi que les services techniques intervenants, afin de valuer sans complaisance l'exécution de mesures déjà instruites et sur cette épineuse question et d'arrêter les cas échéants des décisions immédiates et contraignantes. Il a prévenu que toute défaillance avérée fera l'objet des sanctions exemplaires sans aucune forme d'indulgence et qu'il n'est plus question de tolérer la négligence, l'inaction, encore moins la complicité dans un domaine aussi essentiel que celui de la salubrité publique. Et à lui de préciser, chacun devra assumer pleinement ses responsabilités, car la protection de la population, la dignité de notre capitale et le respect des instructions données ne sauraient souffrir d'aucune déviation. Le droit de nos concitoyens à vivre dans un environnement sain constitue un impératif constitutionnel auquel nul ne peut se soustraire. Le président de la République attend veiller personnellement à ce que ceci soit pleinement respecté, car il en va de la responsabilité de l'État d'assurer un cadre de vie digne et sécurisé pour tous. Les Kinois sont fatigués de l'insalubrité qui caractérise aujourd'hui Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et même le président de la République, pour la énième fois, hausse le ton face au visage que présente aujourd'hui Kinshasa et Erkin Label. Francis Chibalabala. Bon, je pense que le constat du chef de l'État est celui de tous les autres Congolais, de Kinois en particulier. La vie de Kinshasa est insalubre, ça il faut le dire. Il ne faut pas ici faire des accommodements pour plaire à X, Y personnes. C'est une réalité et je pense que le chef, cette fois-ci, a frappé du poing sur la table. C'est pas la première fois. Il a frappé du poing sur la table. Toutefois, il faut se mettre en tête que la salubrité implique des sommes exponentielles. Est-ce que la RDC ou Kinshasa s'il vous plaît, ce moyen? lorsque nous étions à la ville,
la ville de Kinshasa n'arrivait pas à mobiliser de moyens pour rendre, quand je parle de la ville, je parle du gouvernorat, du gouverneur, n'arrivait pas à mobiliser suffisamment de moyens pour assainir la ville quotidiennement. C'est comme ça que les gouvernements centraux avaient décidé d'allouer $2,500,000 mensuellement. Au début, c'était bien, ça venait régulièrement. Au bout d'un moment, on avait arrêté et nous avions constaté que la ville était redevenue insalubre. Donc, il n'y a pas que à condamner, il faudrait aussi mettre suffisamment de moyens à l'exécutif provincial pour lui permettre, naturellement, de rendre la ville propre. Il faut beaucoup de moyens. Alors, à l'époque du gouverneur Kimbuta, il y avait l'Union européenne. Avec Paro. Ouais, une Union européenne qui finançait cela, qui avait pris en son compte la salubrité de la ville. Parce que la ville n'était pas à même, sur base de mobilisation de recettes, de pouvoir être à la hauteur justement de ces défis. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que la ville de Kinshasa est-elle à mesure de mobiliser suffisamment de moyens pour rendre la ville salubre? C'est la question que je me pose. Je ne suis plus au niveau de la ville. Je n'aurai pas assez de détails pour répondre à cette question. Mais Francis Chibalabala, vous ne pouvez pas vous poser cette question parce que je rappelle que vous êtes également élu provincial. Naturellement. Donc vous avez tout le pouvoir d'interpeller. Non, je suis pour l'instant, c'est vrai que j'ai été doublement élu. Oui, mais vous avez quelqu'un qui vous représente au niveau de l'Assemblée provinciale. Naturellement. C'est-à-dire que pour le bien de votre communauté à Kinshasa, vous suivez également de près. Pour l'instant, je siège au niveau national. C'est comme ça que je vous ai dit, j'ai commencé par établir le postulat que la ville de Kinshasa est insalubre, n'est pas assainie. C'est une réalité. Et j'ai mis un bémol en disant que la salubrité implique beaucoup de moyens. Vous l'aviez dit, mais donc, en tant qu'élu provincial, vous avez également le droit de suivre ce qui se passe au niveau de la ville. Madame, ici, je ne voudrais pas faire... être l'avocat de la ville. Mais je connais quand même certaines réalités. Je connais quand même certaines réalités de la ville. Pour avoir été... Il y a des élus qui sont là pour parler pour la population. Que ce soit au niveau provincial ou national, parce que Kinshasa est le siège des institutions du pays. Il ne suffit pas seulement de parler, madame. Je vous ai dit ici qu'il faut mobiliser... Qu'est-ce qui se passe? Il faut mobiliser de moyens. L'assainissement, c'est beaucoup d'argent. Pas seulement l'assainissement, est-ce que la ville... Est-ce que la ville... Non, ici, le problème que vous avez posé, c'est le problème de l'assainissement. Donc, je vous ai dit, c'est là que j'interpelle le gouvernement central à allouer mensuellement l'enveloppe qui est destinée à la ville pour lui permettre, naturellement, de l'assainir, pour permettre au gouverneur ainsi qu'à son équipe de travailler pour l'assainissement de la ville. Mais si l'argent n'arrive pas ou il arrive au compte-gouttes, la ville ou le gouverneur sera en difficulté de rendre la capitale assainie. C'est ça le problème. Donc, il ne suffit pas seulement de dénoncer, il ne suffit pas seulement de critiquer, mais il faut mettre le moyen pour que notre vœu puisse prendre corps. Mais est-ce que la RDC manque ce moyen, ce 2 millions pour allouer régulièrement? Non, je ne dis pas que la RDC manque. Je suis juste en train d'interpeller que ces moyens soient réellement mis à la disposition de la ville pour lui permettre de faire son travail. C'est tout ce que je dis. Insécurité à Kinshasa, on en parle. Embouteillage, on en parle. Qu'est-ce que vous, élus, vous aviez fait pour qu'une solution soit trouvée? Parce que le président de la République, on l'a suivi lors de plusieurs conseils de ministres, a interpellé les acteurs qui rentrent dans les différents secteurs, mais sur terrain, il n'y a rien. Et la population, aujourd'hui, va loin en condamnant même ses élus. Oui, c'est vrai que la population en a ras-le-bol de la situation qu'elle est en train de vivre. Ça, c'est tout naturel. Parce que vous savez, le rôle principal, si pas principal, parmi les rôles d'un État, c'est de sécuriser aussi sa population. Lorsque la population n'est pas sécurisée, ça veut dire qu'il y a une défaillance de la part de l'État. Et qu'est-ce que vous... Je suis dans les principes. Allez-y. Maintenant, il faudrait aussi reconnaître
que la sécurité implique beaucoup, alors beaucoup d'argent. Ça, c'est un discours qu'on a toujours entendu. Vous savez, bien, ça implique autant d'argent, mais nous voulons voir les quand même budgets, une je prends amélioration sur terrain. J'en viens. Je prends seulement l'exemple des États-Unis, par exemple. Pour son armée, les Américains sont en train de passer à 1000 milliards de dollars comme budget de l'armée. Notre budget actuel est plus concentré sur la situation de l'Est, sur notre armée. Donc, tout au Congo est chantier. Dans tous les secteurs, il y a des problèmes. Donc, on ne peut pas aujourd'hui considérer que tout marche comme sur des roulettes. Non, ça serait une démagogie tout simplement. Ça serait un mensonge. Donc, nous reconnaissons que l'insécurité est en train de battre son plein à Kinshasa, d'où l'interpellation qu'il y a eu lors de la session passée. Nous avions interpellé les VPM de l'intérieur pour qu'ils nous donnent des explications par rapport justement à cette montée exponentielle de la sécurité. Et on va se rappeler qu'il avait promis aussi des solutions. Justement. Mais est-ce qu'à ce jour, il y a une solution? J'en viens. Est-ce qu'il a respecté sa parole, sa promesse? J'en viens. Jacquemaine Chaban. Il nous a répondu en disant que la police qui est censée sécuriser la population est en sous-effectif. D'où il faut recruter. Les recrutements, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, ça nécessite beaucoup de moyens. Et le gouvernement a déjà débloqué ces fonds pour les recrutements. Je ne sais pas si vous avez suivi que dans certains centres de formation, il y a des policiers qui sont en train d'être formés. Il y a des citoyens, des Congolais qui sont allés s'enregistrer pour suivre la formation policière. Et lorsque l'effectif sera grossi, ça permettra à ce qu'il y ait beaucoup de policiers dans la ville. La présence policière, non seulement ça dissuade tout le malfrat, mais aussi ça rassure la population par rapport à sa sécurité. Donc, le gouvernement a déployé de gros moyens justement pour endiguer l'insécurité, mais il faudrait d'abord commencer par recruter, former. Le VPM nous avait dit qu'il va former 90 000 policiers. Est-ce que vous faites le suivi? Ça va se faire de manière graduelle. Je crois que dernièrement, il fait l'objet d'une autre question écrite avec débat. Je crois que c'est en rapport avec le moratoire sur les assemblées provinciales, etc. Mais je pense que n'empêche qu'il y ait des questions d'actualité qui lui soient posées par rapport à ce que les Kinois sont en train de vivre. C'est tout le jour qu'on entend, il y a eu braquage, qu'on entend qu'il y a eu des gens qui ont été tués, etc. Et je pense que le gouvernement doit vraiment prendre la mesure de la situation. Je pense qu'il l'a pris, mais il faut que des solutions arrivent un peu plus rapidement parce qu'on ne doit pas demeurer dans cette situation le plus longtemps possible. La population est vraiment fatiguée et il faut des solutions rapides et des solutions idoines. Alors, encore ces plaintes de la population, ça concerne les entreprises de télécommunications, la connexion, les banques, le ras-le-bol encore du peuple congolais. Et la population se retrouve abandonnée presque à elle-même, à son triste sort. Pas de solution. Est-ce que vous, ça va avec la communication, Vodacom, Airtel, Orange? Non, je crois que ça, c'est notre lot quotidien. Nous vivons ça. Il nous arrive parfois d'être en difficulté de communiquer avec nos proches, de communiquer parce qu'on ne peut pas tout en ligne normale, tout parler en ligne normale. C'est à travers justement les réseaux sociaux que nous communiquons suffisamment. Et la connexion, elle est très mauvaise depuis un certain moment. Et je pense que ça a quand même perduré. Et ça a quand même trop duré, excusez-moi. Ça a trop duré. Et je pense que c'est une affaire technique. Hein. Vous savez, nous ne sommes pas techniciens, je ne m'y connais pas dans ces choses. Vous pouvez interpeller le ministre sectoriel pour qu'il nous en dise plus. La population souffre, mais ces entreprises sont en train de s'enrichir. Justement, je pense que vous n'avez pas tort de nous inviter à interpeller les ministres qui gèrent justement ces genres de sociétés de télécommunications. Mais
il y a quand même des remontrances qui sont faites. Il y a toujours des victimes. Justement, mais je pense qu'il y aura quand même de débouchés par rapport à cette situation. Tous nous en faisons le frais, mais nous voulons que ça puisse quand même se bonifier pour nous faciliter aussi la communication. Et la population, vous savez, les problèmes, ils sont incalculables. Les problèmes que traversent les Quinois, que traversent les Congolais, mais ce n'est pas comme par enchantement qu'il y aura une solution totale, une solution radicale. Donc, nous sommes dans un processus, même aux États-Unis, que ce soit en Europe, ils connaissent aussi des problèmes techniques, par exemple, des communications, des réseaux, ça arrive aussi. Là-bas, les entreprises respectent quand même. Justement, ça arrive parce que c'est technique. Parce qu'ils connaissent que le client est roi. Est-ce que vous savez, s'agissant de la technique, on ne peut pas prévoir. On ne peut pas, on n'est pas Dieu pour savoir qu'il y aura un problème technique. Quand il y a un problème technique ailleurs, les entreprises dédommagent les clients. Ce qui n'est pas le cas en RDC. Hein. Mais vous savez, c'est pas automatique. Hein. Moi, j'ai raté un vol, j'allais aux États-Unis, ils nous ont promis de nous loger, de nous donner quelque chose, etc. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu. Alors, pourquoi vous voulez toujours vous référer à ce qui se passe à l'extérieur? Non, nous ne nous référons pas. Alors? Nous ne voulons pas non plus laisser passer certaines informations qui sont des natures à jeter en pâture notre pays et à béatifier, si vous voulez, ou à angéliser les nations étrangères. Donc, même au niveau de l'Europe, comme au niveau des États-Unis, aussi connaissent des genres de problèmes qui aussi laissent la population à son triste sort. Il n'y a peut-être pas d'indemnisation, il n'y a pas de réparation, etc. Ça arrive aussi. Mais ici, nous ne sommes pas en train d'encourager, mais il ne faudrait pas aussi considérer que tout est noir, que tout est mauvais dans ces pays. Alors, hier, Kabila, jusqu'aujourd'hui, est toujours votre bouc émissaire. Quand l'UDPS est arrivé, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que nous sommes dans une coalition. Aujourd'hui, vous-même, vous l'aviez dit tantôt, que rien ne marche dans tous les secteurs. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi? J'ai dit que il y a des problèmes dans tous les secteurs. C'est une façon de dire que ça ne marchait pas. Non, moi je n'ai pas dit ça. Ok, il y a des problèmes dans tous les secteurs et ça impacte négativement sur la vie des Congolais qui en ont marre aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque au régime Tshisekedi pour donner des signaux forts, améliorer les conditions notamment des vies de Congolais? Madame, je vous ai dit ici, d'abord je voudrais, je voudrais corriger votre propos, excusez-moi. Allez-y. Les problèmes dans tous les secteurs, ça ne veut pas dire que le gouvernement ou le président n'arrive pas à offrir des solutions aux problèmes des Congolais. Mais la réalité, je n'ai pas dit ça. La réalité nous fait voir que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Le régime Tshisekedi n'arrive pas à offrir aux Congolais. Est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de marche? Est-ce qu'il n'y a pas de grève? Est-ce qu'il n'y a pas de revendications? Est-ce qu'en France, en Europe, etc., s'il vous plaît, est-ce qu'en Europe, il n'y a pas de revendications? C'est le jour et la nuit. Est-ce que vous savez que comment il s'appelle? C'est le jour et la nuit quand même. Non, ne comparez pas la situation ailleurs et en RDC. S'il vous plaît, c'est pour vous dire que dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Maintenant, revenons en RDC. Le président Tshisekedi a trouvé ces pays dans un fond, dans un trou sans fond. Vous voulez nous dire Kabila, votre bouc émissaire? S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Et le président a donné les meilleurs de lui-même pour changer un tant soit peu la situation de nos compatriotes. Plusieurs choses. Quoi? Aujourd'hui, Congo passe un mois sans courant. Attendez, madame. Pas d'eau. Il ne faut pas. Est-ce que dans ces pays, vous pouvez me citer, dans plusieurs communes, pouvez-vous me citer un président qui a construit des universités dans ces pays? Embouteillage. S'il vous plaît, vous pouvez me citer un président qui a construit des universités dans ces pays. Les présidents Tshisekedi ont construit 6 universités. Ça n'est jamais arrivé depuis l'indépendance. Vous pouvez me citer un président de la République qui a décrété la gratuité de l'enseignement, qui a décrété la gratuité de la maternité et la prise en charge de nouveau-nés. Est-ce que vous... Non, nous sommes en train d'évoluer. Vous avez déjà eu le temps d'aller dans ce centre de santé pour vous rassurer de cette gratuité? Tout ce que je sais, j'ai des collaborateurs. Attendez, c'est pour vous dire que les plaintes, ça existe partout. Vous savez, des réformes
connaissent toujours leur période de balbutiement, mais nous sommes là comme responsables politiques pour bonifier les réformes que nous prenons. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que tout sera parfait, non. Merci. Nous sommes dans ces processus-là. Donc je peux vous en citer plusieurs réalisations du président pour vous dire qu'il a joué un rôle très déterminant dans la situation que nous avons actuellement, qui est différente de celle que nous avons héritée, qui était catastrophique, et vous le savez bien. Tout en faisant aussi de nouveaux riches. Le constat du peuple congolais. Donc, c'est Madame, à vous de nous répondre. Place à ce deuxième dossier de notre rendez-vous. À l'Assemblée nationale, la passation de pouvoir s'est déroulée le vendredi 14 novembre 2025 dans une ambiance solennelle. Le président intérimaire, l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombaye, a officiellement remis les rênes du bureau au nouveau président élu, l'honorable Aimé Boji Sangara. Sous la supervision du secrétaire général Jean Ngouvoulou et en présence des membres du bureau, Jacques Joly, Clotilde Moutita et Grace Nema, plusieurs députés et agents de l'administration ont assisté à cette cérémonie brève, symbolique et chaleureuse. Dans son allocution, le président intérimaire a félicité son successeur pour sa brillante élection, tout en saluant les avancées réalisées durant son court mandat. Il a ensuite transmis les dossiers prioritaires de la Chambre, la couverture médicale, les arriérés législatifs, les contrôles parlementaires et la situation administrative des agents. De son côté, Aimé Boji Sangara s'est dit reconnaissant envers le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envers son prédécesseur Vital Kamerhe et envers l'ensemble des élus. Il a promis de poursuivre les réformes, d'accélérer l'examen des projets de loi et de renforcer le rôle du pouvoir législatif. Parmi les priorités de la session, la reddition des comptes 2024, la loi des finances 2026 et la co-organisation de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. La cérémonie s'est clôturée par la signature des procès-verbaux et la tradition photo des familles. Quelques instants plus tard, un autre passage de relais a eu lieu. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, a procédé à la remise et reprise avec la nouvelle rapporteure adjointe, la députée nationale Clotilde Moutita. Félicitée pour son élection, la nouvelle membre du bureau a assuré vouloir s'appuyer sur l'expérience académique et parlementaire du professeur Joly afin de finaliser dans le meilleur délai la synthèse du rapport des vacances parlementaires. La cérémonie s'est conclue par la signature d'un procès verbal et une photo officielle consacrant son entrée au sein du bureau. Oui, madame, c'est un problème purement technique. Lorsqu'un avocat étranger arrive dans un pays pour défendre son client, les traditions des barreaux disent que cet avocat se présente auprès du président du tribunal et auprès du bâtonnier. Quel est le problème? Alors, dans cette affaire, il y a un confrère français qui était chargé de régler ces problèmes-là, qui est avec moi dans l'équipe de défense de M. Roger Lombala. Il était en contact avec le parquet. Le parquet a émis des réserves pour me donner l'autorisation, ce qu'on appelle ici le permis de communiquer. Mais l'avocat a expliqué au parquet qu'il y a des précédents dans le même dossier. Un avocat qui a déjà reçu ce même permis de communiquer et qui intervient dans la procédure et qui n'a aucune raison pour qu'il n'y ait pas un deuxième avocat congolais qui maîtrise bien le sujet du droit international pénal et qui enseigne le droit international humanitaire, parce que le crime contre l'humanité, madame, c'est un crime international. Ce n'est pas une invention française. Ce crime se trouve également dans la législation congolaise. Nous avons la CPI qui a rendu beaucoup de décisions concernant le crime contre l'humanité, le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc la littérature juridique, la jurisprudence internationale en matière de crimes contre l'humanité, c'est vraiment très bien établi, le problème. Élection à l'Assemblée nationale, Maître Francis Tchibalabala.
Combien avez-vous touché pour porter votre choix sur Aimé Boji? Parce que la population a été informée d'une information faisant état de corruption à la Chambre basse du Parlement lors des élections, lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Madame, vous savez, en tant qu'avocat, je suis très mal à l'aise lorsque les non-initiés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait les études de droit, qualifient certains faits d'infraction. Ok. Quelle est la différence qu'il y a entre les candidats présidents de l'Assemblée nationale qui battent campagne auprès de nous qui sommes ses électeurs, en nous donnant par exemple du présent, etc., et ce que nous faisons lorsque nous allons vers la population, au suffrage universel direct? Nous allons aussi avec le présent. Est-ce c'est de la corruption? Parfois, nous faisons une lecture erronée des faits. Ce n'est pas la corruption, madame. Le président Boji, c'est lui le candidat de l'Union sacrée. Il a été investi par l'Union sacrée. Mais comme vous le savez, il devait battre campagne, comme tous les candidats. Ce n'est pas parce qu'il était candidat unique qu'il ne pouvait pas battre campagne. Oui, mais non. c'est ce qu'on a entendu certains dire, bon, il est unique, il a été déjà nommé, non, parce qu'il a été imposé par le président de la République, attention, donc il ne pouvait plus les faire. On pouvait aussi les sanctionner aux urnes, à travers des bulletins nuls. C'est possible. Parce qu'il y a un seuil pour être proclamé élu. Il fallait avoir combien? 251 voix. Donc il avait intérêt de battre campagne. Naturellement. Donc, c'est un candidat qui va vers ses électeurs pour battre campagne. Et s'il nous amène, par exemple, des présents, que non, voilà, votez pour moi, voilà, il nous offre quelque chose. Donc, être investi, vous voulez considérer cela comme étant eu de la corruption? Oui, mais... Non, arrêtez, madame. Vous savez, vous savez ce qui m'écoeure, c'est que nous qui sommes juristes, nous n'opinons pas ou nous ne mettons pas de point de vue pour des questions qui sont techniques, qui ne rentrent pas dans les domaines du droit. Mais les constats que nous faisons malheureusement, c'est que même celui qui a fait l'électricité, a fait la médecine, maîtrise le droit. Il parle du droit plus que celui qui a comme fait le droit. il en a la maîtrise. C'est comme ça qu'il y a une certaine désorientation de la population. Okay. Donc, nous connaissons les éléments constitutifs d'une corruption. Il ne s'agit pas d'une corruption. Donc déjà, je profite pour féliciter le président Boji pour sa brillante élection. Et je lui souhaite en même temps fructueux mandat. Et je pense qu'il a tenu compte de réclamations de ses électeurs que nous sommes, de ses collègues que nous sommes, par rapport à la gestion précédente. Et je pense qu'il va s'améliorer. Et cela va remettre quand même la paix dans notre chambre, parce que la population attend de nous beaucoup de choses. La population veut que nous puissions voter des lois, pondre de lois, qui lui sera favorable. La population suggère que nous puissions remplir convenablement notre rôle de contrôleur pour que l'argent de l'État ne puisse pas rentrer dans les poches des individus, qui servent réellement aux problèmes que rencontrent les Congolais. Alors, est-ce que c'est une façon de dire que vous avez fait confiance à Aimé Boji, vous avez suivi son programme d'action, vous êtes séduit par son programme? Il fera la différence? Nous pensons. Nous lui accordons les bénéfices du doute, mais ça reste un humain. Si tout ce qu'il a eu à nous dire, toutes ses promesses de campagne, si c'était de la démagogie, je pense qu'il sera rattrapé par ces démagogies, mais je pense qu'il nous a paru sincère et il s'est posé en nous comme quelqu'un qui est venu quand même changer les choses, et nous lui accordons pour cela les bénéfices du doute. Vous croyez à quelqu'un qui vient pour changer de choses alors qu'on sait qu'il a été plusieurs fois ministre? Là, il revenait de son portefeuille de ministre de l'Industrie, si je ne me trompe pas. Et deux voix s'élèvent aujourd'hui pour dire qu'il n'a pas marqué son passage. Selon ces personnes,
n'a pas marqué son passage d'où il vient. Comment pouvez-vous accorder beaucoup d'intérêt à cette personne, ou c'est parce que le chef a dit et c'est oui et amen que tous ces élus se sont inclinés? Il a fait 4 ans et demi, je crois, au budget. La personne qui donne des notes, c'est le chef de l'État. C'est lui qui a nommé le ministre. Le fait pour le chef de l'État... La population attendez, j'en viens. Le fait pour le chef de l'État de le maintenir à ses postes pendant 4 ans et demi, ça veut dire que son rendement était convaincant. Je suis dans cette logique-là. Parce que le président de la République, le président de la République qui a l'obligation de résultat à l'endroit de la population par rapport à ses promesses de campagne, par rapport aux souffrances de nos populations, ne peut pas avoir un outsider au sein de son gouvernement qui ne va pas l'aider justement à mettre à exécution son programme. Donc le fait de le maintenir aussi longtemps à ses postes, ça prouve à suffisance que son rendement était acceptable. Juste donc, pour le chef, pas la communauté. Pour non, je parle d'abord du chef parce que c'est lui le coach, c'est lui qui nomme. C'est comme vous, par exemple, vous êtes chef d'une entreprise. Le fait pour vous de maintenir un employé à un poste pendant longtemps, ça veut dire qu'il vous a convaincu par rapport à son rendement. La gestion d'une entreprise est différente de la politique. Mais c'est la même chose. Qui a, je vous ai dit ici, c'est les chefs à l'obligation de résultat. Qui sera les seuls comptables vis-à-vis de la population? C'est le président de la République. Il ne peut quand même pas s'entourer des gens qui ne vont pas l'accompagner. Donc le fait de le maintenir, ça veut dire que le chef est convaincu de ses actions ou de son passage au ministère du Budget. Donc maintenant, il est à l'Assemblée nationale. Je vous ai dit, nous lui accordons le bénéfice du doute. Nous allons l'évaluer naturellement. Si on trouve que ces promesses des campagnes sont restées lettres mortes, nous allons nous prendre en charge. Francis Tchibalabala, que répondez-vous à ce voix qui ne cesse de crier déjà à la violation de la procédure en écartant certains candidats? Non, je pense que je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là, dans cette polémique. En tant que député national, il revenait à la commission qui était chargée d'examiner les candidatures, de le maintenir ou de carter certaines candidatures. Et la commission a évoqué les dispositions réglementaires qui lui impartissaient le pouvoir d'écarter certains candidats qui ne remplissaient pas les critères. Donc ici, je ne viens pas pour critiquer un rapport que moi j'avais reçu au niveau de l'Assemblée. Je pense que ça serait paradoxal quand même. Et superfétatoire parce que même si j'ai contredisé aujourd'hui, ça n'aura pas de fait. Nous avons déjà élus et nous sommes passés à autre chose. Affaire Roger Lumbala, le procès s'est ouvert au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. En tant qu'avocat, quel est votre regard de ce procès? Bon, moi je pense que la France en fait un peu trop. Comment ça? Avec sa loi sa loi des compétences universelles, sa loi des compétences universelles, je pense qu'elle exagère un tout petit peu. La RDC, il me semble, vous avez lu dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est authentique, que le gouvernement avait sollicité les transfèrements de Roger Lumbala pour qu'il soit jugé ici. Les crimes pour lesquels il est poursuivi sont aussi jugés par nos juridictions nationales. On pouvait bien le faire ici, mais la France s'est entêtée, elle a voulu, elle a décidé de les juger. Bon, nous espérons que ça sera un procès équitable et les jugements qui en sortira sera les jugements qui sera le reflet justement de dispositions légales, et ça sera naturellement aussi le reflet de faits que Roger Lumbala aurait commis. Alors aujourd'hui, Roger Lumbala a sollicité également la comparution de quelques personnalités congolaises, notamment Jean-Pierre Bemba, ministre de Transport. Est-ce possible? Bon, les juges n'est pas obligés de faire droit à la demande d'un prévenu, etc. Okay.
lorsque les Il juges... semblerait que Si les Jean-Pierre juges... Bemba a déjà reçu même... s'il a reçu, certainement en tant que citoyen, en tant que Congolais, en tant que personnalité, étant donné qu'il y a un procès qui est en cours et qu'on a besoin de l'entendre, de l'auditionner, je pense qu'il va se comporter de manière responsable par rapport à cette invitation qui lui serait parvenue, parce que je n'ai pas tous ces détails. Mais les juges n'est pas obligé naturellement d'inviter toutes les personnes qui sont sollicitées par les prévenus. Donc s'il trouve que son intime conviction est éclairée, il peut ne pas inviter la personne et passer à autre chose. Les Congolais savent ce qui s'est passé dans cette affaire avec Roger Lumbala. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Francis Chibalabala se sent à l'aise de voir que, enfin, Roger Lumbala, comme certains qui applaudissent, qu'il doit répondre de ses actes? Vous savez, madame, en plein 21e siècle, il est moyenâgeux pour un citoyen du monde de recourir aux armes, quelles qu'en soient les raisons, pour exprimer justement soit sa désapprobation, soit pour obtenir le pouvoir, etc. Il est inadmissible. Nous avons opté en RDC pour la démocratie. En démocratie, c'est la population qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, s'agissant de mandats électifs, président, député, etc. Pour devenir chef de l'État, il faudrait que la population puisse recevoir votre offre programmatique et si elle considère qu'elle est alléchante, elle va voter pour vos élections. Malheureusement, nous aimons prendre des détours, des raccourcis, aller prendre les armes, etc. Mais, à la suite de ces actes condamnables, il y a des vies humaines qui sont faussées. Il y a des enfants qui sont restés orphelins. Il y a des femmes qui sont restées veuves. Il y a des femmes qui ont été violées. Il y a des hommes qui sont restés veufs. Il y a des familles qui sont détruites à la suite de ces actes irresponsables. Et je pense que leurs auteurs ne peuvent pas rester impunis. Il faudrait à un moment donné que le droit international puisse s'appliquer réellement, que les lois nationales s'appliquent réellement contre ces genres de comportements, ces genres de personnalités. Madame, Messieurs, place à ce dossier. Fait un mandat de résultat articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL. 2. Le rétablissement et la consolidation judiciaire. 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais. 5. L'intégration économique régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le temps nous presse d'agir pour faire de la région des Grands Lacs un véritable espace de paix, de sécurité et de développement. Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté, intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables, inclusives des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés. Elle sera impartiale mais exigeante. Nous n'opposerons plus la sécurité au développement, la souveraineté à l'intégration, la justice à la réconciliation. Nous choisirons tout à la fois avec méthode, courage et loyauté. Que ce 9e sommet marque le renouvellement de nos engagements et l'entrée dans une phase d'exécution accélérée du pacte qui nous lie. Je déclare ainsi ouverts les travaux du 9e sommet ordinaire
de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La coalition populaire, dont Emery Kaluira est président, ne trouve aucun intérêt dans les processus de Washington et Doha pour la RDC. Ce jour, Maître Vangu Vangu et Professeur Vianney Koubaguiré sont dans les locaux du centre interdiocésain pour déposer à la Senko les résolutions des recommandations patriotiques tenues le 12 octobre dernier à Paris. Nous venons de déposer à la présidence de la République, à l'ECC, chez le cardinal Ambongo, ainsi qu'à la Senko, les résolutions de la conférence des recommandations patriotiques tenues en date du 12 octobre à Paris par la coalition populaire. La coalition populaire, anciennement coalition des Congolais pour la transition, demande au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de se retirer des processus de Washington et Doha qui, selon elle, ne donnent aucune solution à la RDC. Nous demandons au chef de l'État ce qui suit. 1. D'ordonner à la partie congolaise de se retirer des accords et des déclarations des principes signés à Washington et à Doha. Aucun dialogue tenu à l'extérieur du pays n'a donné solution aux problèmes des Congolais. Après le retrait des processus de Washington et Doha, la CP d'Emery Kaluira appelle à la tenue d'un forum national souverain inclusif en lieu et place d'un dialogue politique. La deuxième demande que nous demandons au chef de l'État, de convoquer un forum national souverain inclusif qui regroupe toutes les couches sociales pour parler des problèmes économiques, pour parler des problèmes sociaux, pour parler des problèmes sécuritaires. La troisième demande que nous formulons, que nous demandons au chef de l'État, d'abandonner cette idée de modifier la Constitution. Au moment où nous vous parlons, notre pays est occupé par un groupe de délinquants hors la loi qui ne respectent pas le pays. Alors, à ce moment ici, changer la Constitution balkanisera le pays. Et les Congolais retiendront du chef de l'État comme le père de la balkanisation. Vous ne le savez peut-être pas, Madame, Messieurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris le sommet de la CIRGL. C'était au cours d'une cérémonie riche en couleurs organisée dans la capitale de la République démocratique du Congo, Francis Chibalabala. Comment est-ce que vous voyez ce mandat de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de cette structure ou cette organisation? Je pense que les États membres de la CIRGL doivent s'estimer heureux, doivent se réjouir de l'avènement du président Tshisekedi à la tête de cette organisation sous-régionale. Étant donné qu'ils ont un président pacifiste, pacificateur. Vous comprenez? Un président qui a toujours mis de côté ce qu'on appelle la hache de la guerre, a toujours mis de côté ce qu'on appelle les confrontations et a toujours privilégié les dialogues, a toujours privilégié la paix. Et je pense que durant son mandat, les États vont converger par rapport à une certaine vision qui est celle de la recherche de la paix entre voisins, entre différents pays membres de la CIRGL. Donc, je profite pour féliciter le chef de l'État et lui souhaiter en même temps un fructueux mandat. Je sais qu'il sera fructueux parce qu'il est perçu dans l'opinion tant nationale qu'internationale comme quelqu'un qui a toujours fait la paix, qui a toujours prôné la paix. Et je pense que ça sera ce président-là qui va
quand même changer la manière de voir les choses, parce qu'il y a des gens qui sont moyenâgeux jusqu'aujourd'hui, qui pensent qu'il faut toujours recourir aux armes pour faire entendre leur voix ou faire entendre sa voix, à l'instar du président Kagame, vous comprenez? Donc des gens qui sont hors des temps, qui n'évoluent pas avec qui n'évoluent pas avec le monde, qui n'évoluent pas avec la société. En plein 21e siècle, les armes doivent quand même se taire à jamais. Alors, Félix-Antoine Tshisekedi sera à la tête de la conférence internationale sur la région de Grand Lac pour un mandat de 2 ans. Alors, le président promet une présidence qui sera axée sur les résultats, notamment la paix et le développement dans la région. La question que plusieurs se posent dans son propre pays, une partie agressée, une partie occupée, insécurité dans certaines provinces. Comment Félix Tshisekedi va-t-il faire pour donner la paix dans la région si dans son propre pays il n'y a pas de paix? Non, madame, je vous remets en perspective. Lorsque le président Tshisekedi a pris ses quartiers au Palais de la Nation, la première décision du président était d'aller vers les États, les 9 voisins de la RDC. Cet exemple est éloquent, madame. Ça démontre la qualité de l'âme qu'a le président Tshisekedi. Et dans son pays, il est allé, attendez, madame, il est allé vers ses homologues, les 9 voisins, pour leur proposer justement le projet de paix et de développement qui profiterait à nos populations. Mais après, il y a des gens qui n'entendent pas ces discours civilisés. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont moyenâgeux, qui pensent qu'il faut recourir aux armes pour se faire entendre. Mais face à cette mauvaise foi, le chef de l'État a répondu aussi avec le langage que Paul Kagame entend. Par exemple, vous parlez de la guerre qui nous est imposée injustement. Ce n'est pas le président qui a fait qu'il y ait la guerre. C'est une situation que nous avons héritée. Pas à rétablir la paix. Attendez, c'est une situation que nous avons héritée. Qu'est-ce que le président n'a pas fait? Les mains tendues, les propositions. Pas toujours de paix. S'il vous plaît, les propositions. Non, il ne faudrait pas ici rejeter la faute au chef de l'État. Il faut par contre énumérer les actions qui concourent à la recherche de la paix que le président a posées durant son mandat. C'est ces actions-là qui vont le qualifier par rapport à ce que les gens parlent, par rapport à la paix qu'il a toujours prônée. Donc, maintenant qu'en face, nous avons des gens de mauvaise foi, la faute ne revient pas au président de la République. Qu'à cela ne tienne, le chef de l'État, non seulement, il a, avec les balais diplomatiques, avec tout ce qu'il a fait, les mains tendues, pour que la paix soit entre le voisin, il a aussi opté, comme je vous ai dit, pour ces langages-là, des moyenâgeux. Il a opté aussi pour la guerre, pour défendre notre territoire, pour défendre nos populations. Il n'y a pas que la paix, mais il place également son mandat pour le développement régional, alors que en son effet, pays n'est qu'en voie de développement. Non, mais madame, aujourd'hui, le monde... Non, le monde aujourd'hui... Non, le monde aujourd'hui, c'est comme un pays, aujourd'hui. Le monde, il est devenu comme un pays aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas vous développer seul. Le développement, il faut que ça soit collectif. Il faudrait que ça puisse impliquer plusieurs autres acteurs, plusieurs autres pays. Si l'Union européenne a fait des réformes, si certains pays de l'Union européenne, sur le plan économique, comme sur le plan sécuritaire, sur tous les plans par exemple, ils ont décidé de travailler ensemble, à combien plus forte raison, les pays africains. Le président est dans cette optique-là, et dans cette vision-là, de chercher le développement pour tous les pays voisins. Si le développement est constaté seulement dans notre pays, ça va attiser encore la convoitise, ça va nous attirer encore des ennuis par rapport à nos voisins, etc. Il est dans cette optique-là de pouvoir changer les quotidiens des Africains. D'où cet appel qu'il avait fait. Ce n'est pas d'ailleurs, le président, il n'est pas son premier coup d'essai. Donc, déjà, il avait fait une offre comme ça aux pays des Grands Lacs, au Rwanda, par exemple, à l'Ouganda, au Burundi, etc., pour qu'il y ait des projets communs pour le développement de nos pays au profit de nos populations.
Alors, Félix-Antoine Tshisekedi prend les bâtons de commandement de cette organisation. Certains se posent la question, quels sont les bénéfices que la RDC tire de ce mandat? Non, mais écoutez, vous savez, sur le plan diplomatique d'abord, nous allons tirer des dividendes. Parce que nous aurons, il est certes vrai que le président travaille pour le compte de l'organisation sous-régionale, mais on le voit comme président de la RDC. Aujourd'hui, par exemple, la RDC est dans tous les salons politiques et sur toutes les lèvres. Parce qu'il y a eu un Congolais, Félix Tshisekedi, qui est devenu président de la République, qui a ressuscité la RDC qui était enterrée à dessein par le président Kabila. Enterré? Naturellement. Et le président Tshisekedi, avec tout ce qu'il y a eu comme balai diplomatique, avec sa présence, d'aucuns critiquaient les différentes sorties du président, le voyage du président. Mais j'ai suivi un vice-premier ministre belge qui dit voilà les retombées des différents voyages du président Tshisekedi. Parce qu'il fallait être présent partout. Là où les décisions se prennent, nous étions aux abonnés absents. Il fallait qu'il y ait la voix congolaise. Et cette voix était non seulement inaudible, mais elle était absente. Et je pense que c'est ce qui nous a mis dans ces pétrins, dans les pétrins dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Francis Chibalabala, pourquoi vous ne voulez pas laisser Kabila se reposer alors qu'il est en train de travailler pour sauver le Congo? Vous avez appris. Ah, il veut sauver le Congo. Cette plateforme Sauvons le Congo autour de Joseph vous savez, j'ai l'impression, c'est comme ça que on doit exiger des tests psychiatriques. Ah, pourquoi? Pour certains Congolais qui veulent assumer des fonctions de l'État. Ils doivent être sains d'esprit. Ils doivent avoir une santé saine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai l'impression que nous avons beaucoup d'amnésiques parmi les acteurs politiques. La situation que nous a laissé, la situation du pays que nous a laissé Kabila, tranche avec ces regroupements qu'ils ont créés de Sauvons le Congo. Les fossoyeurs, c'est lui qui a mis les pays à genoux aujourd'hui, c'est le président Kabila, avec toute son équipe. Il l'avait reconnu lui-même. Attendez, je vous rappelle sa phrase, son pitching line. Il avait dit, s'il avait 15 personnes, 15 collaborateurs, la RDC, il n'avait jamais trouvé. Alors qu'il avait fait 18 ans. C'était un aveu d'échec. Parce que le président ne travaille pas seul. Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être en même temps à l'EPST, il ne peut pas être en même temps à la santé, etc. Lorsqu'il dit qu'il n'a pas eu à avoir 15 collaborateurs, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a détruit les pays, qu'il a travaillé à rebours quasiment, s'il faut le dire ainsi. Non. Donc, quelqu'un qui a tué les pays, aujourd'hui, il se pose en sauveur du pays. Alors qu'il y a, pas plus tard, il y a quelques mois, il a été condamné pour des actes de nature à détruire encore le pays. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, il a créé un mouvement, une nébuleuse, l'AFC, pour tuer les Congolais, pour détruire son pays, entre guillemets, madame. Aujourd'hui, puisque son entreprise n'a pas réussi, c'est lui de faire le coup de force, c'est lui de céder une partie de nos territoires, et l'entreprise, celle de céder une partie de nos territoires, il s'est ressaisi pour dire « je viens sauver les Congos ». Non, je pense que la population n'est pas dupe. La population n'est pas dupe. La population sait qui est qui. La population sait que le président Kabila, c'est l'ennemi numéro 1 des Congolais. La population le sait. Je vous donne juste un fait. On a vu Sarkozy être arrêté pour aller en prison. Il y a eu des Français qui sont venus lui témoigner de leur sympathie, de leur compassion.
Mais le président Kabila a été condamné. Il n'y a eu aucune voix discordante. Non, mais parce qu'aujourd'hui, aucune voix le régime pour les soutenir est identifié comme un régime de dictateurs. Non, madame, non, il ne faudrait pas, ici, il ne faut pas, je pense que vous exagérez avec le mot un tout petit peu. C'est l'un, les proches de Joseph Kabila, ça ne vient pas de moi. Les proches de Joseph Kabila identifient en quoi faisant Félix Tshisekedi et son régime en quoi comme faisant des dictateurs. Oui, dictateurs, oui. En quoi voilà faisant pourquoi ils ne sont pas sortis. Parce que vous voulez en finir avec tous les opposants. Dans la population. Non, écoutez, madame. Vous voulez en finir avec tous les opposants. Écoutez, madame. Le régime a envoyé tous les opposants qui se trouvent aujourd'hui. Non, les opposants qui se trouvent. Les opposants qui se trouvent aujourd'hui à l'étranger. Ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Des grands professeurs comme Théophile Mbemba qui sont partis. Ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Qui se réunir avec Joseph Kabila autour de cette vision pour sauver la RDC. Est-ce que vous pouvez me laisser vous répondre, madame? Les Congolais que vous venez de citer, qui sont à l'étranger aujourd'hui, sous prétexte qu'ils sont allés en exil, en réalité, ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Qui, sachant que nous sommes en démocratie, ne veulent pas s'adapter aux règles démocratiques. Sachant qu'ils ne pouvaient plus, avec leur maître en pensée, avec leur mâle alpha qui est le président Kabila, sachant qu'il n'allait plus revenir au pouvoir parce qu'il a épuisé ses 2 mandats, sachant aussi que le PPRD, qui a déçu la population, ne pouvait plus concevoir ou peaufiner une offre programmatique à soumettre au peuple pour que celui-ci lui accorde son suffrage, ils ont peaufiné un plan sinistre contre la RDC, celui de monter une nébuleuse AFC et organiser ou obtenir, si vous voulez, un coup de force, renverser l'ordre constitutionnellement établi. Ayant échoué, ne sachant plus comment revenir, parce qu'ils seront aux trousses de la justice, ils se posent aujourd'hui en victime, en disant, voilà, le régime de Kinshasa nous a poussés à l'exil. C'est faux et archi faux. Je pense que ces mensonges ne passera pas. Comme je vous ai dit, la population n'est pas dupe. Francis Tchibalabala, vous l'aviez certainement suivi, Jean-Marc Kabounda Kabound, lors de cette dernière sortie médiatique. Il a dit haut et fort que Félix-Antoine Tshisekedi est en train d'entretenir la guerre parce qu'il veut se maintenir au pouvoir, même au-delà de 2028. Que répondez-vous à votre ancien... Je pense que, vous savez, parfois, la prison, c'est un endroit qui rééduque en réalité, de rééducation. En même temps, la prison, paradoxalement d'ailleurs, parce que la mission première de la prison, c'est de rééduquer, de resocialiser l'individu. Jean-Marc Kabound étant un hors-la-loi, qui a commis des infractions de droit commun, qui l'avait conduit en prison, nous pensions que la prison aurait joué réellement ses rôles de les rééduquer. Nous nous rendons compte qu'il n'arrive pas à se resocialiser. Il n'arrive pas à évoluer avec les choses, avec la RDC. Il est en déphasage avec les réalités actuelles. La question que j'aimerais poser à Jean-Marc Kabound, puisqu'il n'est pas en face de moi, je crois que ça restera sans réponse, est celle de savoir, c'est le président Tshisekedi qui a créé l'AFC M23? Je réponds tout de suite non. Comment quelqu'un qui est victime d'une agression, parce qu'en réalité l'AFC a été créé pour renverser l'ordre constitutionnel établi. Vous avez suivi leur discours. Ils vont aller jusqu'à Kinshasa pour bafouer la Constitution et les lois de la République. Est-ce que c'est le président Tshisekedi qui a refusé la main tendue, s'il y en avait, pour que la paix revienne définitivement pour notre population? Mais le président Tshisekedi, c'est un héros. Il s'est battu au péril de sa vie contre les hommes puissants, madame.
pour rechercher la paix dans ces pays. Donc il ne peut pas aujourd'hui accuser le président Tshisekedi de vouloir pérenniser la guerre pour s'éterniser au pouvoir. Loin s'en faut. Donc je pense qu'il est en déphasage, excusez-moi, avec les réalités. Mais n'a-t-il pas raison lorsque nous attendons dans le salon du pouvoir en place, on parle de la 4e République? Non, mais est-ce que c'est un péché de basculer dans une autre république? Est-ce que c'est un péché? La France est en son 50e République. Est-ce que là, vous êtes en train de non, dire... Non, est-ce que c'est un péché? Vous êtes en train Madame, de dire vous savez, tant qu'il y aura la guerre, Félix Tshisekedi restera au pouvoir, c'est ça, Maître Francis? Je ne dis pas ça. Alors? Je n'ai pas dit ça. J'en ai même pas l'intention. Je vous ai dit ici que le président est élu par la population. La Constitution qui limite les mandats du chef de l'État est l'œuvre de la population. Parce qu'elle a été soumise au référendum. Si cette même population-là décide que l'on puisse supprimer l'actuelle Constitution pour écrire une autre, je pense que ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui ferai obstacle à cette population-là, qui contrarierait la position de la population. Mais votre position, Maître Francis? Ma position est celle-ci. Maintenant, ici, je ne parle pas comme IDPS, je parle comme politique, comme intellectuel. Okay. Madame, vous trouvez normal que nous allions aux élections pendant que 2 provinces sont passées à l'ennemi? Vous trouvez ça normal? Ces Congolais-là, qui doivent aussi voter, parce que c'est leur droit constitutionnel, vous leur privez de ce droit-là, vous voulez aller aux élections? C'est irrationnel, madame. Je vous informe que le président Zelensky est fin mandat depuis 2024 dans un pays qui est entre guillemets démocratique, qui se trouve en Europe, dans une juridiction qui est un modèle de démocratie. Il n'y a pas eu élection parce que une portion du territoire est sous occupation de l'ennemi qui est les Russes. Et à combien plus forte raison la RDC, où nous avons des Congolais qui doivent voter, leur voix compte, c'est constitutionnellement garanti. Vous voulez que nous allions aux élections pendant qu'une partie du territoire est sous occupation des étrangers, du Rwanda, de l'AFC M23? Je pense que c'est irresponsable. Maître Francis Tchibalabala, dites-nous clairement que vous voulez juste que Félix Tshisekedi s'éternise au pouvoir, parce que nous vous avons vu organiser un grand meeting pour exiger, soutenir la démarche du changement de la Constitution. En effet, oui, je m'assume, madame. Qui ne sait pas que cette Constitution est obsolète à ce jour? Donc vous êtes dit pour une 4e République. Qui nécessite... Mais si c'est le point de vue de la population, nous devons fléchir à ce point de vue-là. Nous devons nous incliner, madame. Cette Constitution est hors des temps, il est moyenâgeuse, excusez-moi. Je pense que ça nécessite une certaine réflexion des politiques pour voir quelles sont les dispositions qui doivent être étoquées, quelles sont les dispositions qui doivent être maintenues. Est-ce qu'on doit carrément passer à une autre Constitution où il faut une révision de fond en comble de certains articles de la Constitution? Donc c'est une réflexion. Ici, je ne décide pas, mais mon point de vue est celui d'adapter nos textes à l'évolution de choses. Le point de vue de Maître Francis est que nous devons passer à une 4e République, c'est ça? S'il le faut. S'il le faut, ou c'est ça, c'est ce que vous voulez? S'il le faut. Madame, Messieurs, place à présent à ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Nous allons parler de l'accord qui a été signé le samedi entre la RDC et l'AFC. L'une des décisions importantes prises à Paris concerne entre autres la réouverture partielle de l'aéroport de Goma pour uniquement des vols humanitaires de jour d'ici la fin de cette année. Cette mesure est cruciale pour briser l'isolement des populations, permettre l'accès des humanitaires et accélérer l'acheminement des secours. À cet égard, le président de la République a enjoint les membres du gouvernement concernés,
sous la coordination de la Première ministre, à se mobiliser sans délai, notamment le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, qui doit veiller à la gestion rigoureuse des financements mobilisés et à leur orientation rapide vers les besoins prioritaires. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'intégration régionale ont été chargés de poursuivre les échanges avec les États partenaires et les organisations internationales afin de finaliser les modalités pratiques des engagements pris à Paris et d'assurer les suivis diplomatiques requis. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, est appelée à préparer, en collaboration avec les partenaires, un plan d'intervention d'urgence destiné à renforcer l'assistance aux populations déplacées. Concernant spécifiquement la réouverture humanitaire de l'aéroport de Goma, le président de la République a formellement instruit les vice-premiers ministres de l'Intérieur et du Transport, ainsi que celui de la Défense, de travailler de manière conjointe afin de créer les conditions sécuritaires et logistiques nécessaires. Cette coordination devra intégrer les recommandations du CICR, notamment en matière de protection des aéronefs, des circulations des humanitaires et des garanties de sécurité. Un rapport d'étape est attendu régulièrement par l'entreprise de la Première ministre. En pleine journée, le marché grouille d'activité. Les motocyclistes travaillent sans relâche, le service administratif fonctionne normalement et la population vaque librement en ses occupations. Je n'ai pas peur parce que la paix règne dans la ville. Il n'y a rien de mal, je suis avec ma fille. Je me réjouis des efforts que ne cesse d'effectuer notre gouverneur. J'ai quitté la maison à pied, mais nous ne nous sommes pas salués parce que la ville est propre. Nos militaires ont imposé la paix à Bunia. Les armes ne retentissent plus. La nuit tombée, la ville reste animée. Les lampadaires éclairent les principales artères. Les petits commerces poursuivent leurs activités et les habitants circulent sereinement. Bunia est devenue belle, vivante et assurante. À son arrivée, il a d'abord commencé à réhabiliter son lit de travailleurs, ce qui n'était pas le cas pour ses prédécesseurs. Ensuite, il a entamé des actions de développement. Aujourd'hui, nous bénéficions des goudrons et de l'éclairage public. Je suis taximène, je roule pendant la nuit jusqu'à Thierry. Tous ici grâce au gouverneur. Nous jetons des fleurs au gouverneur Luboya. Mes respects. Donc, ce regain de vie, fruit d'un encadrement militaire structuré et d'une gouvernance axée sur la proximité, incarne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, restaurer l'autorité de l'État à travers un développement durable. Sur le terrain, cette ambition est portée avec rigueur par le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur militaire et commandant des opérations. L'accord a été signé samedi, je le disais, entre la RDC et l'AFC. C'était à Doha. Madame, Messieurs, oui, cet accord s'articule bien sûr autour de 8 protocoles qui résument toutes les problématiques de la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment le mécanisme de libération de prisonniers qui a été signé le 14 septembre 2025, le mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025, l'accès humanitaire et la protection judiciaire, pratiquement 8 points. Maître Francis Chibalabala, que pensez-vous de la signature de cet accord? Voilà, je crois que c'est une très bonne nouvelle pour les Congolais. C'est la preuve que nous sommes en train d'atterrir sûrement et lentement vers une paix durable pour nos populations de la partie orientale. Cela démontre les efforts déployés par le chef de l'État
qui sont en train naturellement d'atteindre leur point culminant, qui sont en train de porter leurs fruits. Madame, peut-être j'aimerais encore aujourd'hui, là, par rapport à ces sujets, vous mettre en contexte. Cette guerre avait deux motivations. Okay. Donc le président Kagame, parce que c'est lui l'agresseur, avait deux motivations. La première, c'était faire main basse sur nos minerais. La deuxième, il avait des velléités expansionnistes. Deux motivations. Mais tantôt, vous avez parlé de Joseph Kabila. S'il vous plaît. Non, mais Joseph Kabila, c'est un affidé de Paul Kagame. Qui ne le sait pas? S'agissant de ces deux motivations, le président Tshisekedi s'est érigé en mur pour empêcher justement Kagame de mettre à exécution ses plans funestes contre la République. Kagame n'a pu ni contourner le président Tshisekedi, ni le bypasser, ni escalader le président Tshisekedi. Ces murs qu'il avait érigés. Ni contourner ces murs, ni l'escalader. D'aucuns pensaient que les présidents étaient nonchalants par rapport à la défense du territoire congolais, de l'intégrité territoriale. Mais je vous rassure, madame, cet accord cadre, certains ont déchanté. Les langues ne se sont pas déliées. Les opposants ne sont pas montés au créneau, ils se sont tus. Je pense que s'ils étaient républicains, s'ils étaient sérieux, ils devraient applaudir et féliciter les présidents de la République. Alors pourquoi applaudir? Parce que juste après la signature de cet accord, les rebelles se sont prononcés pour dire qu'il n'y aura ni modification de la situation sur terrain, ni aucune activité quelconque jusqu'à ce que les protocoles soient débattus, négocier, discuter l'un après l'autre jusqu'à la Madame, ce n'est pas un problème. Mais moi, personnellement, attendez, madame, l'accord cadre n'a pas de dispositions contraignantes. Ça, c'est une évidence. L'accord cadre fixe les principes, fixe les sujets qui feront l'objet des discussions. Mais lorsqu'il n'y a aucun changement sur le terrain, pourquoi on dit en français que les diables se logent dans le détail. C'est là qu'on saura ce qu'il en sera de l'accord dans l'accord définitif. Mais déjà l'accord cadre, qui ne reprend pas ce que le président avait dit qu'il ne cédera pas d'un iota, le mixage, le brassage. Cet accord ne parle pas de mixage et de brassage. C'est une grande victoire pour le peuple congolais. Cet accord-là ne parle pas de balkanisation de la RDC. Cet accord-là réaffirme la restauration de l'autorité de l'État. Alors, certaines voix, notamment Franck Djongo, s'est prononcé pour dire que l'accord cadre de Doha signé révèle une fois de plus l'incapacité du pouvoir en place à affronter la vérité. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Il comprend un peu ce qu'il dit. Vous savez, à un moment donné, nous ne devons pas étaler notre ignorance sur la place publique. Nous sommes dans les pourparlers. Déjà, le pourparler entre nous et l'F-123, ça a été une exigence des Nations Unies. Ça, les gens doivent le relever. À travers la résolution 2773. Mais on estime que la résolution... Ça a été une... S'il vous plaît, on a mis de côté cette résolution. Mais ces accords-là... Non, mais c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de négocier. Nous sommes, naturellement, en train de négocier parce que il y a eu une résolution des Nations Unies. Donc la résolution n'est pas mise, pas mise du de tout. côté. Maintenant, lorsque nous sommes parvenus à signer un accord cadre et lequel ne met pas en péril les intérêts de notre nation, les intérêts vitaux de notre pays, il faut être idiot, madame. Excusez-moi, parce que là, je trouve que ces Congolais de mauvaise qualité, ils en font un peu trop. Même si on n'aime pas son pays, pas à ces points, madame.
Comment se fait-il un accord aussi clair comme ça, qu'il reprend les axes qui feront l'objet des discussions, qui ne compromettent pas les intérêts vitaux de votre pays? Vous dites que le gouvernement n'est pas en mesure de... Non, je crois que ça, c'est quand même exagéré. Alors, entre-temps, la RDC reste focus sur Doha et Washington pour la restauration de la paix dans l'est du pays. Et de l'autre côté, nous avons la coalition populaire, anciennement coalition des Congolais pour la transition, qui invite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à se retirer du processus de Washington et Doha et convoquer un forum national souverain inclusif. Et ils ont déposé un mémo à la présidence, à la Senco, mais aussi au cardinal Fridolin Ambongo. Madame, vous pensez que ce forum-là va régler la situation de l'Est? Je vous ai donné ici les motivations de Kagame. Il veut récupérer une partie de notre territoire. Il faut écoutez, madame, ça c'est de la pure distraction. Il faut récupérer une partie de notre territoire. Il faut continuer à faire main basse sur nos richesses, voler nos minerais, les métaux rares, les vendre au profit de son pays et à son propre profit, madame. Est-ce que ce forum-là va contraindre Kagame à se retirer du territoire de la RDC? Du territoire de la RDC? Parfois, apparemment, nous sommes dans une rêverie qui ne dit pas son nom. Alors, quelle est la position de Maître Francis Tchibalabala face à... L'option levée par le chef de l'État, c'est la plus merveilleuse qu'il soit. Laquelle? Doha. Le président de la République s'est engagé sur 3 fronts. Les fronts politiques, les fronts diplomatiques et les fronts militaires. Militairement, madame, nous donnons du fil à retordre à Kagame, l'AFC M23. Sinon, il serait à Kinshasa depuis très longtemps. Selon leur feuille de route, il serait déjà à Kinshasa. Il a fallu peu de temps aux Rwandais pour marcher sur Kinshasa avant que la population prenne les choses à son compte et les exterminer. Contrairement au moment où... L'option militaire, je vous ai dit, nous donnons du fil à retordre à Kagame et ses affidés. L'option diplomatique, c'est là que nous en sommes aujourd'hui. On a pu obtenir l'intégrité territoriale de notre pays, la restauration de l'autorité de l'État, la non-ingérence de nos affaires. Je pense que c'est ça le plus important. Alors, certaines voix exigent le dialogue. Le schéma proposé par le couple ECC-Senco et même Sauvons le Congo attend ce schéma. Martin Fayoulou avait également exigé le schéma Senco-ECC. Quelle est la position de Maître Francis Tchibalabala? Une distraction purement et simplement. Pas de dialogue. Je vous ai dit ici, vous savez, ces schémas-là, c'était de nature à dédouaner Kagame. C'était ça la stratégie. ECC Senco, la stratégie c'était de dédouaner Kagame pour dénaturer les faits. Pour montrer à la face du monde que le problème, il est congolo-congolais. Mais le fait de dialoguer avec l'AFC, aujourd'hui, il y a des politiques qui pensent que Tshisekedi lui-même a dédouané Kagame. Je vous ai dit ici, madame, vous êtes journaliste, que sur base d'une résolution qui nous invitait à négocier avec les groupes armés, notamment l'AFC M23, qui nous invitait à négocier avec Kagame. Je vous donne un exemple. Lorsque M. Macron lors d'un forum auquel le président avait pris part, avait dit qu'il faut lever les mesures au niveau de l'aéroport de Goma pour qu'il y ait de l'aide humanitaire, l'avion atterrisse, etc. Les avions atterrissent. Ce n'est même pas l'AFC M23 qui a réservé ou qui a adressé une fin de non-recevoir à ces propos, c'était les gouvernements rwandais. Donc, ici, l'AFC l'ECC Senco joue un rôle de blanchir Kagame, de les dédouaner de ses responsabilités, pour montrer à la face du monde que le conflit il est congolais, alors que c'est faux. Aucun forum, madame,
n'apportera la paix à l'est du pays sans que Kagame soit impliqué. Les problèmes du Congo, c'est Kagame, c'est le Rwanda. Alors, parlons de la réouverture de l'aéroport, sauf changement de dernière minute, avant la fin de l'année 2025. Cet aéroport sera à nouveau ouvert. Est-ce qu'une bonne stratégie pour le pays? Parce qu'aujourd'hui, il y a des politiques qui estiment que ce sera une fois de plus favoriser l'ennemi à faire ces mouvements. Bon, vous savez, madame, nous n'avons plus besoin des effets des manches. La population, on a perdu suffisamment notre population. Les décomptes macabres, il est énorme. Les bilans humains, il est énorme. On n'a plus besoin des effets des manches. On n'a plus besoin des solutions provisoires. Nous avons besoin des solutions définitives. S'il faut rouvrir l'aéroport pour l'aide humanitaire, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que ça règle les problèmes des fonds en comble? J'ai dit non. Nous voulons l'implication de la France par rapport au règlement du conflit entre la RDC et le Rwanda. La France ne doit pas, à demi-mot, condamner le Rwanda. La France ne doit pas, du bout de lèvres, critiquer justement les modes opératoires rwandais. La France doit frapper du poing sur la table pour dire assez, comme l'a fait le président Trump, assez, la paix doit revenir en RDC. Donc, pas des effets de manche, on n'en a pas besoin, pas d'effets de manche, excusez-moi, nous voulons des solutions définitives, des solutions qui feront à ce que la population puisse vivre éternellement dans une paix durable, des solutions qui permettraient à la RDC d'avoir, à l'État naturellement, d'avoir sa souveraineté totale sur tous les territoires de la RDC. Nous devons profiter des minerais aujourd'hui qui profitent à l'ennemi, et ces minerais, les revenus de ces minerais peuvent contribuer à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, à des dessertes agricoles, etc. Pratiquement à la fin de cette émission, Maître Francis Tchibalabala, lundi, Martin Fayulu va s'adresser à la population congolaise. Qu'en pensez-vous? Nous sommes en démocratie, madame. Les points de vue doivent échanger, doivent discuter. C'est un citoyen congolais. Président élu. Il est toujours président élu. Bon, je pense que les élections passées avaient confirmé les précédentes élections, s'agissant du triomphe que les présidents avaient bénéficié justement, 74%, c'est énorme. Et personne n'avait contesté ces résultats sortis des urnes. Donc, c'était une parenthèse. Je pense que c'est un Congolais, il a le loisir de s'adresser à la population, comme je l'ai fait aussi, je venais de le faire hier, devant ma base, donc je ne peux pas aujourd'hui restreindre le droit fondamental d'un citoyen. Donc, mais tout ce que j'ai suggéré à Fayulu, je suis d'ailleurs d'accord avec lui depuis un certain moment par rapport à ses prises de position. Il n'a pas voulu passer à l'ennemi. Il n'a pas voulu comploter contre son pays, contre sa population. Et je pense que c'est une attitude responsable, républicaine, et ça prouve à suffisance qu'il a l'ADN du Congo. Ça prouve à suffisance qu'il fait une opposition républicaine. Donc, si son mot va réconforter la population, va éveiller la population, je pense que nous, qui sommes de la majorité, nous allons applaudir. Alors, s'il vous est demandé de conseiller Corneille Nangaa, Joseph Kabila Kabange, Jean-Marc Kabound, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Jean? À Kabila, je lui demanderai d'aller pour purger sa peine, parce que c'est un criminel qui a été condamné. À Nangaa, je lui demanderai d'affronter la justice, parce que les milliers de morts que lui a occasionnés à travers sa nébuleuse ne peuvent pas quand même rester impunis. Et à Kabound, qui a la justice doit être rendue. À Kabound, je lui demanderai tout simplement, un tableau noir de la je lui demanderai tout simplement d'être en phase avec les réalités actuelles. J'ai l'impression, vous savez, la politique, lorsque vous ne l'adaptez pas, elle devient obsolète.
Vous devez vous adapter aux réalités actuelles. Donc Kabound est en déphasage total avec l'évolution de la société, l'évolution du Congo. Je comprends, peut-être les années passées en prison l'ont rendu inculte au point de ne plus suivre au pied de la lettre l'évolution de la politique. Je pense qu'il doit se remettre à niveau pour émettre des réflexions qui soient adaptées à nos réalités actuelles. Et aussi, je demanderai aux Congolais de continuer à soutenir le chef de l'État. Vous avez suivi l'accord cadre qui a été signé. On n'a pas parlé de balkanisation de la RDC. On n'a pas parlé de réinsertion, brassage, patati patata, des réalités qui ont détruit notre armée. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit dans différentes émissions, que tous les accords seront signés aux conditions des Congolais. C'est ce que nous observons et nous ne pouvons qu'encourager les chefs de l'État et l'accompagner, les soutenir nos FARDC et les Wazalendo. Alors c'est complètement fini, Maître Francis Chibalabala, vous n'avez plus rien à dire? Merci pour votre invitation. Alors, merci à vous, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à Info 7, à Congo Web Télévision. Je ne cesserai de le dire, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que notre invité de ce jour est député national qui nous vient de la famille de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci, Maître Francis, d'avoir répondu à nos questions avec le plaisir de vous retrouver. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors, n'hésitez pas de nous écrire, de nous contacter par des voies habituelles. Restez fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne Haute Définition. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre magazine. Au revoir.